Bienvenue sur En Aparté, je m'appelle Oriane Emery et je suis ravie de vous inviter dans les coulisses de la création artistique. Dans chaque épisode, je reçois un nouvel artiste de différents univers, le spectacle vivant, les arts plastiques, la littérature, la gastronomie, le cinéma, à parler en toute sincérité et décontraction de son quotidien, de ses inspirations, de ses galères comme de ses ambitions. Et j'en profite pour poser tout un tas de questions qui me taraudent sur le moment et qui, je l'espère, vous permettront à votre tour de découvrir des créatrices et créateurs inspirants avec un nouveau regard. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous présente un artiste fascinant, Ange Leccia. Il œuvre à la croisée de plusieurs disciplines, les installations d'art plastique, le land art et le cinéma expérimental. Il crée des œuvres mémorables et intrigantes depuis 40 ans et a exposé dans les musées les plus prestigieux au monde comme le Centre Pompidou à Paris, la Biennale de Venise ou encore le Musée Guggenheim de New York. Je l'ai rencontré à l'occasion de son exposition intitulée Au film du temps au Musée des impressionnismes de Giverny et ce grâce à mon amie Charlène qui nous a mis en contact. Un grand merci encore une fois, je sais que tu nous écoutes. Dans cet épisode, nous avons abordé différents sujets en commençant par les débuts d'Ange Leccia en tant qu'artiste, son rapport au beau, aux petits détails de la vie, de la nature, qui l'ont inspiré dès l'enfance. On a aussi parlé de comment le voyage bouleverse et inspire la création. On est revenu notamment sur le processus créatif de son film intitulé D'après Monet, sur les jardins du fameux artiste des Nymphéas. On a aussi vu que l'art, c'est avant tout apprendre à regarder, et comment il incarne ce mantra de plus en plus en réutilisant ses archives plutôt que de refilmer de nouvelles images. Ce n'est pas toujours évident de parler d'art visuel dans un podcast, alors je vous partagerai sur les réseaux, notamment Instagram et Facebook, des extraits de ces films si vous voulez vous imprégner de l'univers d'Ange Leccia en parallèle de l'écoute. Sinon, je laisse à votre imagination le plaisir de la création mentale et je vous retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute. Très bien, on va pouvoir commencer. Bonjour Ange Leccia. Bonjour. Ravie de pouvoir vous accueillir sur En Aparté. En particulier à l'occasion de votre expo au Musée des impressionnismes de Giverny. Donc évidemment, on va parler de cette exposition-là, mais j'aimerais aussi revenir un peu sur d'autres créations et un peu aussi sur votre processus créatif, sur votre manière de créer, qui j'imagine aussi a évolué. J'ai lu dans une interview que vous étiez à plus de 40 ans de carrière, donc j'imagine qu'il y a eu des évolutions. Je voudrais commencer par revenir déjà un peu sur la genèse et comment est-ce que vous êtes devenu artiste ? Alors, comment on devient artiste ? Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais je pense qu'il y a plusieurs réponses, il y a des contextes. Alors, j'habite un petit village en Corse, mon père est instituteur, et mon père est un espèce de violon d'Ingres, a une passion pour les galets que l'on retrouve au bord des plages. Et à partir de ces galets, il fait des assemblages qu'on pourrait dire que ce sont des sculptures. Ce sont des assemblages de personnages, de formes. Et j'ai été un petit peu, pendant mon enfance, élevé sous le regard de quelqu'un qui faisait pas comme les autres papas, qui allait à la chasse ou au bar. Donc je resitue le contexte de ce petit village corse. Et mon père, dès qu'il avait un moment, faisait peut-être de poèmes à partir de galets, de pierres. Et je pense, même si je ne me suis pas collé à cette pratique, ni même je ne savais pas que ça allait avoir un jour une influence sur mon travail, ça m'a sûrement déplacé le contexte, le savoir qu'à un moment donné on pouvait faire autre chose, il pouvait y avoir une façon de parler ou de faire qui pouvait être différente. Après, quelques années plus tard, j'ai eu la chance de faire un lycée expérimental à Bastia où on testait le bac artistique. Mmh. Donc c'était, si l'expérience marchait, après le bac artistique allait être généralisé à toute la France. Et la chance d'avoir été un peu cobaye ou testeur de ce bac, on était à peu près une dizaine, c'est que on avait d'abord
un prof extraordinaire qui avait été nommé, qui s'appelait José Lorenzi, ami de Toroni, de Buren, très au courant à l'époque de ce qui se faisait. Je vous parle là, on est en 66, 67, les choses les plus pointues et d'avant-garde dans l'art contemporain, bien sûr l'Arte Povera, le land art. Et pour revenir au lycée, comme on était un petit groupe et que c'était tout nouveau, on avait aussi des moyens d'encadrement assez importants. Par exemple, il y avait une caméra Super 8, des appareils photo, il y avait du matériel. Et lorsque nous avions un sujet, lorsque nous avions des rendus à faire, souvent il y avait cette idée de faire un rendu peut-être en peinture, peut-être en sculpture, mais aussi en photographie. On avait des magnétos, avec un rendu sonore, avec un film. Et moi, j'ai pris, dès le départ, dès 14-15 ans, pris l'habitude de porter une réponse à une attitude poétique ou artistique. Par alternance, ça pouvait être un son, ça pouvait être un film, ça pouvait être une installation assez proche du land art. Voilà. Et ça, j'ai gardé cette faculté, j'ai gardé cette façon d'opérer, je pense, jusqu'à aujourd'hui, même si à un moment donné, pour des raisons qu'on développera plus tard, je me suis canalisé plus sur là, en ce moment, on dirait plus que je fais de l'image, du son, du cinéma. Voilà. Très bien, très jolie réponse. Quelle chance d'avoir été dans ce lycée finalement à ce moment-là. Oui, quelle chance aussi d'avoir été en Corse, parce que comme j'habitais un petit village, mes premiers compagnons de jeu étaient la mer, étaient les montagnes, étaient la forêt. Donc là aussi, les nuages qui passaient, ça, je pense que ça a développé un univers poétique chez moi très très important. Et aussi cette facilité, je vous parlais de land art, écoutez, le souvenir d'avoir couru avec la caméra Super 8 sur la plage, il y avait l'espace. Et proche de l'Italie, où il y avait une activité artistique quand même aussi d'avant-garde. Notre professeur nous avait amené à Turin voir des expositions, notamment là les premières expos de Pennon, Pistoletto, Anselmo, là toute cette génération là de l'Arte Povera. En 1968, il invite Daniel Buren à faire des performances, installations en Corse. Voilà, c'est l'époque de Lévi-Strauss, du structuralisme. Lui-même est très au fait de toutes ces nouvelles théories. Voilà, après, c'était les années 60, jusqu'aux les années d'ouverture, le flower power, comme on dit, même musicalement, les accompagnements, tous les jours, il y avait un tube qui sortait, il y avait voilà, c'était l'apogée, je sais pas moi, de la musique pop de ces années-là. Donc je pense que j'ai baigné, et puis c'était on allait toujours vers un plus, les premiers pas de l'homme sur la lune, c'était un peu l'inverse de ce qu'on essaye de faire maintenant avec cette politique, et à juste titre, de moins consommer, de récession, quand je dis de récession, c'est de la dire sobriété, de la sobriété. À l'époque, tout était possible, tout était en train de se construire. Donc rapidement, vous avez été convaincu de ce fait, tout est possible, donc se lancer à temps plein, si je puis dire, dans l'art, ça a été un peu une évidence, si je comprends bien. Oui, ça a été de suite une évidence, parce que mon professeur m'avait dit que j'étais fait pour ça. Il était toujours très positif
par rapport à toutes les propositions que je lui faisais. Je le voyais souvent me prendre en exemple par rapport aux travaux, aux propositions que j'émettais. Voilà, donc il a passé son temps à me nourrir de confiance, toujours me dire que j'étais dans la bonne direction. Sans le savoir, je faisais du cinéma expérimental qu'on aurait pu. Après, quand je suis allé à la fac, je me suis aperçu que des gens comme Jonas Mekas, Kenneth Anger faisaient des choses similaires. Mais j'avais quand même peut-être 15 ans de moins qu'eux. Donc, voilà. Et après, puisque je parle de la fac, je suis arrivé à Paris au début des années 70. À la fac d'art plastique Saint-Charles, qui était toute nouvelle, en pleine ébullition post-68. J'ai eu un prof de cinéma expérimental qui s'appelait Dominique Noguez, qui lui aussi m'a encouragé. Enfin, il y avait tout un terreau expérimental. Il y avait l'ouverture du Centre Pompidou. Voilà, c'était des années aussi qui m'ont construite, qui m'ont ouvert des rencontres avec le cinéaste, acteur Pierre Clémenti, le musicien, le compositeur de musique électroacoustique André Almuro, avec lequel j'avais fait des projets pour France Culture, pour France Musique. Voilà, très très vite, j'ai été inscrit dans un bain professionnalisant, si vous voulez, enfin au moins un brin, enfin dans le réel de l'art. Et après, ça s'est concrétisé, enfin ça a été un peu scellé, un peu labellisé par le fait que j'étais à la Villa Médicis. Comment on rentre à la Villa Médicis d'ailleurs? À la Villa Médicis, on rentre. C'est une candidature en fait. C'est une candidature. On pose. Moi, je venais de faire une exposition à la galerie Lucien Durand. À l'époque, Lucien Durand était une galerie pour jeunes artistes, mais de haut niveau. Je sais pas, César avait fait sa première expo chez lui. Enfin, il y avait Bernard Fries, François Rouen. Enfin, c'était du beau monde pour un jeune artiste. C'était l'espace, enfin la galerie où il fallait être. Et donc, je pense à travers son réseau, ses encouragements, je me suis présenté à la Villa Médicis et voilà, j'étais pris. Et là aussi, ça a été un moment très important de ma vie parce que ça m'a conforté dans cette vision de l'art un peu à 360 degrés, parce que à la Villa, il y avait bien sûr des musiciens. Je pense notamment à Pascal Dussapin, qui était aussi très proche des plasticiens. Il y avait des architectes, il y avait d'autres plasticiens, un grand artiste comme Jacques Vieille. Ça m'a permis de voir que on vivait dans le même espace temporel et aussi dans le même espace géopolitique. Et pour parler de la même chose, moi je faisais certains types de travail, d'autres avaient d'autres propositions, et ça c'était, je trouve, très enrichissant et voilà, et très stimulant. Donc pour créer, vous êtes rarement seul finalement, vous créez en collaboration avec d'autres artistes, que ce soit là pendant ces années Villa Médicis ou même de manière générale? Non, je crée toujours tout seul. Enfin, D'accord. Vous savez, pour la créer, moi, ce qui me concerne, j'ai besoin d'un moment d'introspection, j'ai besoin d'un moment de récapitulation, d'intériorité, de silence. Mais par contre, j'ai besoin des autres. J'ai besoin du contact des autres, soit pour qu'ils regardent mon travail, mais aussi pour me nourrir, pour comprendre l'état de l'art, de l'état du monde, de l'état de la vie. Et vous savez, une œuvre d'art, elle n'existe pas si elle n'est pas regardée. C'est pareil pour un livre, s'il n'est pas lu. Voilà. Moi, j'aime bien être à un moment donné seul dans l'atelier et travailler, mais aussi être en contact avec mes contemporains, voir ce qu'ils pensent, écouter ce qu'ils disent. Voilà, c'est une d'alternance entre intérieur et extérieur.
Et comment vous créez concrètement? Est-ce que vous partez d'un sujet ou vous... Parce que c'est très différent et je me suis demandé, est-ce que c'est aussi... vous voyez un beau paysage, vous dites « Ah tiens, j'ai envie de le filmer ». Comment ça se passe? Je pense que je sais toujours pas comment ça se passe. Hein. Ah. Vous savez, des fois il y a des fulgurances. Il y a... Je sais qu'il m'est arrivé d'aller faire des résidences où j'ai été invité pour réfléchir par rapport à un certain territoire, et puis aucune réflexion ne venait, et tout d'un coup j'ai pu rencontrer, ou j'ai pu être attiré par des choses, sur des envies que j'avais pas prévues. C'est très complexe. Ce qu'il faut, c'est toujours avoir cette envie de faire. Enfin, quand je dis cette envie de faire, moi, je pense que je suis habité par une envie de construire, de traduire ce que je ressens, mes sentiments, mes états d'âme, ce que je crois vouloir dire du social. Enfin, quand on dit du social, du monde dans lequel je vis. Et puis, il y a des pulsions, et tout d'un coup, pendant un mois, je vais baisser la tête et travailler dans une direction. Après, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages, et les voyages peuvent aussi, par exemple, je suis allé au Moyen-Orient, et ça a été, j'allais en Égypte, en Palestine, en Syrie. J'ai fait plein d'œuvres là-bas. Enfin, j'ai fait plein de films, de photos, c'était très énergétique. Enfin, disons que, par exemple, quand j'étais en Égypte, c'est des pays très très jeunes, bruyants, des pays qui ont la pêche, qui ont une énergie, qui ont une force. Et moi, quand j'étais là-bas, j'étais comme dans un espèce d'état second. J'étais pris dans cette pulsion de vie, et ça m'a fait faire beaucoup d'œuvres. C'est pas forcément prévu. C'est plus en fonction de l'énergie. Vous sortez votre caméra et... Oui, je sors ma caméra ou je sors rien du tout, mais ça me nourrit, et après j'ai envie de convertir ces sensations. Par exemple, après il y a d'autres. J'allais au Japon. La culture Shinto qui déifie un peu la nature. Au début, je comprenais rien. Enfin, au début, j'étais très prudent. J'ai l'impression que je pourrais rien y faire. Enfin, que tout m'était hors mes codes. Hein. Et en fait, c'est après, quand j'ai quitté le Japon, que je suis retourné, par exemple, en Corse, que j'ai compris chez moi. Et par exemple, mon œuvre, La mer, la vague, qui est un peu une de mes œuvres emblématiques, je n'aurais jamais pu la faire si je n'étais pas allé au Japon. C'est le Japon qui m'a fait revoir différemment chez moi, et qui m'a permis de faire œuvre d'une banalité, enfin disons d'une plage que je voyais tous les jours sans la voir. Voilà, ça ça me plaît, même philosophiquement, que ça soit l'étranger, que ça soit l'autre qui me fait comprendre d'abord qui je suis, et aussi peut-être ce que je dois faire. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir justement sur la création de La mer? C'est une œuvre que j'ai découverte aussi à Giverny, elle est exposée en ce moment, qui est magnifique. Et moi, pour vous dire, je ne savais pas que ça s'appelait La mer au début, et quand je suis rentrée dans la salle, j'ai cru que c'était de la peinture en dripping qui coulait. Et en passant un peu plus de temps, j'ai compris que c'était la mer. Preuve que parfois, sans le titre, on peut encore plus s'imaginer des choses. Bien sûr. Et c'est hyper intéressant, je trouve, dans l'approche. La mer, on peut pas dire que ça soit un titre, c'est factuel. Enfin, voilà, c'est la mer. Mais bon, c'est le regard de l'artiste. Hein. Je ne fais qu'inverser la caméra d'un quart de tour, et tout d'un coup, le sens de la mer, comment elle arrive sur la plage, on perd le sens de la pesanteur, on dirait qu'elle est au ralenti alors que c'est la vitesse naturelle, on dirait que
que c'est des vagues qui dessinent des montagnes enneigées. Enfin, on perd tous nos repères. Et en fait, c'est apprendre à regarder aussi. C'est voilà, mais je sais pas, sans me comparer à lui, mais plein d'artistes font ça. Je sais pas, Cézanne nous a appris à re-regarder la montagne Sainte-Victoire. Enfin, je pense que oui, tous les artistes font ça. Ils regardent le réel, mais ils nous le rendent transfiguré. D'ailleurs, j'avais noté une citation que j'ai trouvée dans une de vos interviews. C'était « Un artiste apprend à regarder la normalité de façon différente ». Et je trouvais ça très intéressant comme point de vue. Je trouve que c'est particulièrement le cas dans l'art contemporain. Oui, mais vous savez, ça, je pense à toutes les époques, même à la Renaissance, quand on fait passer, je sais pas, une scène de famille qui devient une scène déifiée. Enfin, Marcel Duchamp, il a fait que ça. C'est ready-made. Enfin, même si c'est au premier degré, même si c'est basique, même si c'est la notion la plus simple. On dit la notion la plus simple, c'est la plus radicale. Oui, c'est de montrer que ça dépend de nous. Enfin, c'est nous qui faisons l'œuvre. C'est nous qui donnons un statut à ce que l'on voit, un statut différent. Et ça, c'est aussi philosophique, c'est-à-dire que ça dépend de nous. Tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Moi, souvent avec mes étudiants, quand j'étais longtemps enseignant, on me demandait alors, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, on a l'impression que c'est soit dans le déplacement ou dans la complication ou dans une mise en état particulier que l'on peut faire des œuvres. Et moi je leur disais mais non, il suffit d'apprendre à regarder, même là où vous êtes, dans les 3 mètres carrés là qui sont autour de vous, il y a impossible de faire œuvre. Voilà, mais le problème c'est que souvent on voit pas, les choses nous échappent et c'est un gros travail de concentration, de culture, de connaissance, de synthèse de ce qu'on a vécu, de ce que l'on connaît, qui permet à un moment donné d'avoir des gestes simples qui font sens. Et vous avez une manière de le cultiver au quotidien, ce regard attentif sur les choses, sur le monde? Écoutez, c'est de vivre. Après, je n'ai pas une formule magique ou je ne fais pas des exercices tous les jours pour... Non, après, je vous dis, ça remonte sûrement dès l'enfance à avoir une attitude, avoir cette habitude de faire différemment. Donc, de faire art, je sais pas, en tous les cas, de faire des choses que l'on peut inscrire du côté de la philosophie, de la poésie, du cinéma, des arts plastiques. Très bien. Peut-être que je réponds pas à vos questions. Si, non, mais c'était pour savoir si vous aviez aussi un peu d'une manière un peu plus, pas scolaire, mais un peu plus précise, si vous aviez un peu des trucs pour apprendre à regarder, pas forcément pour en faire de l'art, mais aussi je trouve qu'on on vit dans une époque où tout doit aller très très vite, et je trouve que c'est intéressant et même bénéfique, parfois de s'arrêter un peu sur les choses. Voilà. Oui, mais alors moi, si vous voulez, pour aller dans le sens de ce que vous dites, j'ai beaucoup filmé entre l'âge de 15 ans et aujourd'hui, et je me penche beaucoup sur mes archives, c'est-à-dire que j'ai de moins en moins envie aujourd'hui de filmer, de faire de nouvelles, disons, de prendre une caméra et de faire une mise en scène et filmer, mais par contre, de re-regarder mes archives qui, à un moment donné, j'ai des images qui n'avaient pas de sens, à l'époque, je pensais que je pouvais rien en faire, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, je peux donner sens, je peux faire œuvre avec cette banque d'images. Et ça m'intéresse, et depuis quelque temps, je travaille beaucoup avec
avec cette banque d'images, même alors sans jouer les écolos, tout ça, je me dis que qu'est-ce que je vais pas encore fabriquer des images alors que j'en ai des centaines d'heures. Donc j'aime bien me replonger, essayer de donner sens, de voir ce que je n'ai pas vu de ce que je filmais, ces images il y a 15, 20 ans, 10 ans. C'est ce que vous avez fait normalement, notamment au film de l'eau. Voilà, c'est pas au film de l'eau, c'est au film du temps. Au film du temps. Désolée. Oui, c'est une conjonction entre la mer et... Oui, et puis aussi, maintenant, j'ai un problème avec les caméras d'aujourd'hui qui sont hyper précises, qui sont hyper nettes, qui font une image chirurgicale. Et les images que j'ai pu filmer avec des caméras d'il y a une vingtaine d'années sont plus douces, sont presque plus abstraites, plus floues, plus sensibles. Et d'ailleurs, j'ai gardé ces caméras et quand je filme aujourd'hui, des fois, il m'arrive de filmer. Je viens de faire une série de films pour la maison Hermès. Eh bien, j'ai filmé avec une caméra du début des années 90. Et ils étaient vraiment surpris de la matière. Ils m'ont demandé comment t'as fait et tout. Voilà. C'est la caméra, tout simplement. C'est la caméra, enfin... Et il n'y a pas de filtre que vous rajoutez après, c'est vraiment le grain de la caméra? Oui, c'est le grain de la caméra. J'aime pas utiliser des subterfuges techniques. Moi, j'aime bien tout faire à la prise de vue. Oui. Alors, je pense que vous en avez déjà parlé, mais j'aimerais qu'on y revienne quand même sur le processus créatif de l'œuvre d'après Monet, qui est assez cocasse, qui vient d'une commande initiale. Alors oui, d'après Monet est une commande. Donc moi, personnellement, de ma propre initiative, je ne serais jamais allé faire ce projet. Enfin, je ne serais jamais allé de ma propre initiative dans les jardins de Monet et faire un projet autour de Monet. C'est pas un peintre qui vous inspirait plus que ça au départ? Non, oui, j'aime beaucoup le côté immersif. J'aime beaucoup l'orangerie. Lorsqu'on est dans cet espace qu'on habite, quand je dis qu'on habite, quand on marche à l'intérieur d'une œuvre, c'est un côté très cinématographique. Je dirais Panavision. Ça m'intéressait, mais bon, c'était plus le dispositif. Après, l'essence même de la peinture, de l'abstraction, de la nature. Des centaines d'artistes ont fait ça, même si Monet l'a fait d'une manière exceptionnelle. Mais mon territoire n'était pas de relire Monet. Donc, j'ai cette commande du musée de l'Orangerie qui m'a fait réfléchir, qui m'a un peu... j'accepte ou j'accepte pas. J'ai accepté, mais je n'ai pas voulu être, puisque vous employez tout à l'heure le terme scolaire, j'ai pas voulu être scolaire, j'ai pas voulu aller à Giverny. Donc, j'ai filmé beaucoup la nature, des fleurs, chez moi en Corse, notamment avec une vieille caméra pour obtenir des matières, tout ça. Et j'ai commencé à faire une œuvre dans laquelle je reconnaissais, dans laquelle je me reconnaissais, en tant qu'artiste. Et j'étais en train de faire le montage quand la directrice du musée de l'Orangerie, Cécile Debray, me dit: Ange, j'ai un conseil d'administration à Giverny. Tu devrais quand même venir à Giverny, tu devrais venir voir, je peux te faire rentrer dans les jardins, voilà. J'ai dit, écoute, puis comme j'aime beaucoup Cécile, j'ai dit oui, je viens avec toi, je prends donc ma caméra et je vais avec elle à Giverny. Donc elle va à son conseil d'administration. Moi, je rentre dans les jardins, il y a un millier de personnes, de Chinois, de Japonais, d'Américains,
c'est Disneyland. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire le projet en Corse. Voilà, j'aurais jamais pu filmer ici. La journée se passe, je retrouve Cécile en fin de journée. Elle me dit, tu t'es promené dans les jardins? J'ai dit non, il y avait trop de monde, ça me donnait mal à la tête. Elle me dit, non, mais moi je te fais rentrer là, il y a personne, vas-y. Et j'ai réappréhendé l'espace mis en place par Monet, donc tous les jardins tout seul, avec ma petite caméra, et au début sans aucune intention de filmer, mais j'avais la caméra, et je me suis promené, donc c'était le début de l'été, donc on était au mois de juin, les journées très très longues, donc les jardins ont fermé au public, je pense, à 17h, et je me suis retrouvé de 17h à 23h, tout seul, à déambuler à l'intérieur de ce dispositif, et tout d'un coup, ça a basculé. J'ai quand même compris qu'en fait, ce n'était pas un jardin, c'était une écriture, en fait. C'était, comment dire, un territoire, c'est-à-dire que faut se remettre dans le contexte aussi de Monet, hein. Il y avait la guerre 14-18 à sa porte, il vieillissait, il était en fin de vie, enfin entre guillemets, enfin avec ses problèmes de vue, enfin, et ce jardin, moi j'ai fait, alors je sais que Monet l'a fait bien sûr avant moi, et j'ai fait aussi immédiatement un parallèle avec le Japon. Moi, quand j'habitais au Japon, j'étais à la villa Kujoyama. Juste à côté, il y a le chemin des philosophes, il y a tous les temples, tous les temples, le temple d'argent, le temple d'or, qui ne sont pas que des architectures, mais aussi des déambulations qui mènent au sensible, qui mènent à la réflexion, qui mènent à la poésie, qui mènent à la philosophie. Et j'ai retrouvé tout ça dans cette déambulation dans le jardin de Monet. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, que j'avais manqué d'humilité, que j'avais été prétentieux de vouloir filmer mes fleurs à moi, enfin, mes paysages, qu'il fallait que je rende hommage à Monet, mais presque au premier degré. Et tout d'un coup, j'ai sorti ma caméra, et guidé par la spiritualité des chemins qu'il a dessinés, des parterres de fleurs qu'il a construits, c'est-à-dire ces fleurs qui étaient éléments de vie en opposition à la destruction de l'homme. C'est-à-dire l'homme qui, enfin, on le voit encore aujourd'hui, qui est déclencheur de guerre et tout d'un coup, oui, ce transfert vers la nature, vers l'apaisement de la nature, et l'apaisement et la vie, enfin, la créativité. Et voilà, tout d'un coup, j'ai sorti la caméra, je me suis mis à filmer, et voilà, je me suis senti un peu comme presque oui, dans une introspection, mais je veux dire, je me suis retrouvé un peu comme un indigène à l'intérieur de sa jungle, c'est-à-dire que coupé mettant hors de moi ma culture et tout, et être vraiment au premier degré dans ce parterre de nature et de fleurs. Et j'ai filmé jusqu'à tard le soir. J'y suis retourné avant que les jardins ouvrent très tôt le matin. Et c'était très Pollockien. Quand je dis très Pollockien, c'était très Jackson Pollock. Enfin, voilà, j'étais au-dessus des fleurs, j'avais la caméra. Et ça a donné l'œuvre qui a été présentée à l'Orangerie l'année dernière, et qui est présentée en ce moment au musée des impressionnismes à Giverny, avec ce rajout d'une archive que j'ai trouvée dans un film de Sacha Guitry, où l'on voit Monet peindre, et j'ai fait une boucle
en fait, ça devient, où on le voit utiliser son pinceau sur la palette, donner quelques coups de pinceau et revenir sur sa palette. Et j'ai mis tout ça en boucle. Ça devient un rituel presque chamanique qui vont avec ce parterre d'images, de fleurs que j'ai mis en parallèle. Ouais, c'est très beau et très, très immersif en fait, parce qu'il y a 10 grands écrans qui sont disposés dans une salle et oui, c'est presque une méditation en fait, j'ai trouvé. En tout cas, moi, quand je suis allée la voir, cette œuvre-là. Très, très intéressant aussi de voir que finalement, même une œuvre commandée peut se faire en plusieurs étapes et que vous aviez une première idée et qu'il a fallu, d'une certaine manière, persévérer ou voir les choses différemment pour pouvoir atteindre l'œuvre qu'on peut voir aujourd'hui. J'avais une question sur Au film du temps, sur lequel ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Comment on fait pour trier et extraire un peu la quintessence des films quand on a 40 ans d'archives? Oui, enfin, il y a 40 ans d'archives, mais il y a des directions à l'intérieur de ces archives. Et il y a aussi le dialogue avec le directeur du musée, Cyril Chiama. Voilà, c'est. Mais il y avait quelques directions qui vous a été données en amont. Non, non, aucune direction. J'étais complètement libre, mais j'avais envie d'être en écho. Par exemple, l'œuvre La Mer, j'ai senti que par rapport à cette cohabitation avec les jardins de Monet, avec cette idée des impressionnismes, le regard sur la nature, si ça avait été dans un autre lieu, si ça avait été dans une autre ville, j'aurais pas mis La Mer. Mais là, je trouvais que c'était important de mettre ces éléments de nature. J'ai aussi je suis pas insensible. Enfin là, quand j'étais en plein montage, on était en plein paroxysme de la guerre en Ukraine. Ça m'a influencé par rapport à certains montages, à certains choix d'images, à certains choix d'archives, et aussi balancer ou contrebalancer ces images de guerre. Là, je pouvais plus avec les fleurs, je pouvais pas parce que j'avais déjà l'installation de Monet, donc ça a été plus qu'est-ce que je mets en opposition ou qu'est-ce que je mets qui va annihiler ces images de destruction. Donc j'avais fait un travail sur l'adolescence, sur mes enfants, sur les amis de mes enfants, et donc j'ai construit des images, des visages qui répondent, qui déjouent ces images de destruction. Ok. Et justement, je me suis posé la question, c'est peut-être un peu bête, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est parfois un peu délicat de filmer les gens et particulièrement sa famille. Ça a été facile pour vous de demander à vos enfants de poser un petit peu certaines fois, ou comment ça se passait? Alors, ils m'ont toujours vu qu'une caméra. Donc, à un moment donné, c'est le prolongement de votre bras. Voilà. Donc, c'était pas trop difficile. Et après, souvent, je les filmais, mais ils font la gueule. Enfin, quand j'ai dit font la gueule. On le voit d'ailleurs. Et en fait, c'est ça qui me plaisait. Enfin, c'est cette tension. Alors, c'est aussi la tension de l'adolescence. C'est parce que moi, je trouve qu'il y a un parallèle entre la position de l'artiste, qui est toujours avec cette angoisse de la création, l'angoisse de l'idée qu'il devrait avoir plus tard, qu'est-ce que je vais faire, et l'adolescent qui a le poids de cette future vie sur sa tête, qui est là, qui a cette angoisse, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, quel chemin je vais choisir. Et je trouve qu'il y a dans mes films, il y a souvent ce parallèle où je mets en place
cette angoisse de l'adolescence. C'est hyper intéressant justement dans une des scènes où on voit, alors j'imagine c'est votre fille, qui fixe la caméra très très longtemps avec un regard un peu enfin la tête vers le bas et le regard vers le haut. Et je trouve que d'un point de vue en tant que spectatrice, c'est hyper intéressant parce qu'on se pose la question si on est encore spectateur de cette de cette œuvre-là. Je sais pas si c'était voulu ou... Alors c'est pas ma fille, c'est sa meilleure amie. Ah. Mais bon, passer tellement d'années avec elle que c'est... Oui. Et après aussi, par exemple, elle se prêtait au jeu. Enfin, quand je dis elle se prêtait au jeu, c'était une façon de... donc, c'était des ados en train de faire des bêtises et tout. Puis tout d'un coup, d'être... de travailler, enfin, ou d'être acteur pour moi, ou de répondre à une de mes demandes, ils prenaient ça très, très au sérieux. Parce qu'en fait, ils avaient aussi vu mes expos. Donc, c'était une façon... pour eux de participer. Donc je les en remercie encore. Hein. C'était une façon de... Donc ils se prêtaient au jeu. Oui, de se donner, de se prêter au jeu. Voilà. Après, il fallait pas que ça dure trop longtemps. Hein. Voilà. Mais par moment, de temps en temps, je sentais qu'ils prenaient plaisir, non seulement d'être acteurs, mais d'avoir l'attitude que j'aurais rêvé qu'ils aient. D'accord. Et ça a été souvent à ma grande surprise parce que, je sais pas, ils auraient pu rigoler devant la caméra, ils auraient pu... Et là... Oui, se déconcentrer. Voilà. Et souvent, ils rentraient dans le sérieux de ce que je leur demandais. Ah, c'est super. Ouais, c'était extraordinaire pour moi. Les acteurs à domicile, quoi. Vous avez travaillé aussi avec des vrais acteurs, entre guillemets? Oui, j'ai fait des films, j'ai fait un long, enfin, j'ai travaillé avec Cécile Cassel, j'ai travaillé avec Laetitia Casta, mais je travaillais avec le chanteur Christophe, avec Dominique Gonzalez Forster, on a fait un film sur lui, là, qui sort bientôt au cinéma. Mais moi, je préfère ce cinéma comme ça, de hasard. Enfin, ce cinéma qui est spontané. Voilà, qui est plus spontané, qui est plus intime, qui est pas professionnel. Donc, il y a des choses qui se dégagent de mes acteurs, enfin de mes témoins plutôt qu'acteurs, qui a une force incomparable. Alors j'avais une question, mais je viens de la perdre. Une autre question qui me semble importante. Si elle reviendra, ça reviendra. Selon vous, comment et avec quoi votre art a évolué aujourd'hui avec le recul que vous pouvez avoir, notamment en réépluchant vos archives? Alors, moi, enfin, les évolutions de mon art, je pense que j'ai eu une période où je faisais un art qui était très proche du land art, parce que j'étais en Corse, où j'avais la géographie, j'avais l'espace, j'avais la nature à ma disposition. Après, quand je suis arrivé... Est-ce qu'on peut juste préciser pour les auditeurs la définition du land art en quelques mots? Je sais pas, j'avais fait une œuvre... J'avais découpé un carré de 1 mètre sur 1 mètre de bitume, enfin sur une route, sur ça avec le lycée, avec l'autorisation, avec l'ingénierie de la ville, de Bastia. J'avais donc avec une machine, on avait coupé sur pas l'autoroute parce qu'il n'y a pas d'autoroute, enfin sur la route goudronnée, 1 mètre carré de goudron, qu'on avait mis dans un champ à côté, dans un champ de fleurs à côté, et on avait découpé dans le champ de fleurs 1 mètre carré de champ de fleurs qu'on a mis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est utiliser la nature pour créer. Oui, voilà. J'avais un projecteur à diapositive très très performant, et j'allais les jours de tempête, quand la mer se fracassait sur la jetée, elle faisait des grands murs d'eau,
Et je projetais l'image, et lorsque les vagues, enfin l'écume faisait écran, il y avait l'image qui s'inscrivait et se dissipait, bien sûr, quand l'écume retombait. Oui. Voilà, mais je vous dis, j'ai fait plein de films en courant sur les plages, en courant, en fixant toujours le soleil ou en fixant le sol. Voilà, je tourne les pages d'un livre pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Voilà, par exemple, là, je suis en train de montrer des images de soleil, mais comme la caméra va très vite, ça dédouble le soleil. Enfin, on dirait que le soleil, il est triple. Voilà, c'est, vous voyez là. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui pourraient être associées au mouvement du land art, finalement. Oui, dès lors que c'est inspiré de la nature. Inspiré de la nature et prendre à témoin la nature. Par exemple, moi j'habitais, quand j'étais au lycée, dans une zone périphérique à la ville de Bastia et qui était en train d'être construite, où on construisait beaucoup d'immeubles. Et il y avait des camions qui passaient remplis de terre ou remplis de goudron fumant. Mais moi, pour moi, c'était des œuvres d'art. Enfin, je le vivais, je regardais ça, je pense, avec la même émotion que à l'époque des impressionnistes, on pouvait regarder un tableau impressionniste. Ça me faisait, j'avais le cœur qui battait. Enfin, voilà. Après, c'était aussi parce que j'étais ado, parce que j'ai perdu aussi. Il y a de moins en moins de choses qui me font battre le cœur comme je pouvais le. Enfin, oui, c'est la vie qui fait que on se ferme un peu. Et j'ai pas fini de répondre à votre question. Comment votre art a évolué? Oui, alors comment il a évolué? Oui, c'est une très très bonne question. Donc oui, les années de jeunesse, beaucoup d'espace. Donc je sais pas, je faisais comme tout jeune qui fait de la peinture, on croit découvrir le monde, on fait du Jackson Pollock sans le savoir, en faisant du draping. Moi je prenais des grandes plaques de contreplaqué et je vidais des pots de peinture sur ces plaques de contreplaqué, les couleurs se mélangeaient entre elles. J'avais 15 ans quand je faisais ça. Après, j'ai vu que Jackson Pollock, il avait fait ça dans les années, à la fin des années 40, 50. Donc voilà, je réinventais rien. Je n'inventais rien, mais j'étais dans une pratique de construction d'une liberté artistique. Après, par contre, quand je suis à Paris, j'ai une petite chambre, à l'époque on en disait ça, une petite chambre de bonne, l'espace se resserre, se referme, donc ma pratique change beaucoup, se concentre plus sur l'image. Quand je dis sur l'image, sur le cinéma, parce que il me suffit d'avoir une petite visionneuse, d'avoir une caméra, mes galettes de film, mes bobines de film et un petit banc de montage, tout ça tient sur une table d'1,50 m. Voilà, ça. Et en même temps, le contenu était très libre, explosif, sans retenue. Voilà, ça, je pense que ça a joué. Après la Villa Médicis, à la Villa Médicis, j'ai eu un grand atelier, j'ai fait même des œuvres qu'on pourrait dire proches de la peinture, puis c'était des grandes toiles où je disséquais, je faisais un dessin que je déchirais à l'infini, et ça donnait de grandes formes, des grands déserts, un peu comme lorsque
on regarde une émission de télé, qu'elle est finie, il n'y a plus de programme, il n'y a plus que des petits points, une espèce de neige. Voilà, j'ai fait des travaux comme ça, mais là j'avais un très très grand atelier. Oui, Après, quand j'étais à Paris, j'avais aussi j'ai eu un atelier qui m'a permis d'essayer des formes comme des pièces avec des globes terrestres, des motos, voilà. Après, je n'ai plus d'atelier, et je suis très content aussi d'avoir resserré ma pratique, que je pense, sans jouer avec l'écologie, je disais ça en préambule. Je trouve que ça correspond plus à ma vie, à ma façon de voir le monde aujourd'hui. Et là, mon atelier, en fait, c'est un petit ordinateur, quelques disques durs et une petite caméra. Et j'ai l'impression qu'avec ça, je peux continuer à faire des œuvres, même des œuvres très grandes. Oui, donc aujourd'hui, ça se resserre plus sur la vidéo, oui, moins par contrainte, mais plus par choix aujourd'hui, quoi. Oui, enfin après, là, j'expose en ce moment à la Fondation EDF. C'est une œuvre avec des globes terrestres. Voilà, mais c'est pas moi qui les fabrique, c'est-à-dire que là, on commande à l'usine des globes, ils les livrent dans l'espace d'exposition, ils sont montés dans l'espace d'exposition, et après ils sont rendus. Enfin, à moins que j'avais pas prévu là. Il n'y a pas de souci. Ça enregistre toujours. Oui. Non, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quand même, comme on est dans un monde de l'image, où tout le monde fait des films avec son portable. Il y a plein de, bien sûr, de chaînes de télé, de sites qui fabriquent des images. Même l'intelligence artificielle fabrique des images aujourd'hui. Exactement. Donc, je trouve que c'est important que l'artiste garde un regard, garde une main sur ce processus. Et voilà. Moi, je sais pas si je suis cinéaste, si je suis artiste, si je suis les deux. Voilà. Si je suis un peintre qui fait des images qui bougent. Voilà. C'est fluctuant, c'est à l'intérieur de ce territoire. J'aime bien finir l'épisode avec des petites questions flash. Après, la réponse n'est pas forcément flash, mais voilà. Déjà, première question, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier aujourd'hui ? Mais quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de monter mes images, que le film n'est pas fini, ou que mon expo n'est pas encore installée, c'est la préparation, voilà, c'est cette énergie, c'est cette curiosité, cette passion à mettre en place. Vous l'évoquiez juste avant, et c'était une de mes réflexions aussi par rapport aux médias vidéo et à l'image de manière générale qui est surexploitée. Aujourd'hui, tout le monde a sa caméra dans la poche. Est-ce que vous auriez un conseil peut-être à donner à un artiste qui veut se lancer dans la vidéo aujourd'hui ? Oui, qui fasse ce qu'il aime. Enfin, quand je dis, un conseil, c'est surtout pour exister, il faut être différent des autres. Mais il faudrait qu'il trouve avec sa différence la manière d'être le plus simple possible. Et le plus universel ou pas forcément ? Alors, aujourd'hui, l'universel est contredit par cette soif aussi de communautarisme ou de territoire, tous ces territoires qui se referment les uns après les autres. Mais l'art est universel. L'art. Alors en même temps, c'est compliqué que l'universalisme, ça peut être pris comme un geste colonisateur, c'est-à-dire que ce que l'on fait, il faudrait que tout le monde le fasse. Et je trouve qu'on n'a pas assez, que les arts plastiques, le monde de l'art a été trop aux mains des Occidentaux et a
donné une couleur qui a empêché à un moment donné, c'est en train de changer, voilà, je sais pas, moi je suis allé au Vietnam, je suis allé avec, comment dire, avec des réflexes, oui, de colonisateur occidental, en disant, bon, eux ils sont nazes, ils font que des trucs nazes, ils ont pas de musée, ils ont pas ceci. Puis finalement, j'ai rencontré des artistes qui, à leur façon, par rapport à leur contexte économique et géographique et même leur vision du territoire de l'art, c'est des choses extraordinaires. Voilà. À l'époque, je m'occupais d'une résidence au Palais de Tokyo. J'ai d'ailleurs invité un artiste vietnamien. Je lui ai dit, écoute, viens. Je lui montre sur mon ordinateur portable, je lui montre la résidence et tout, ce que l'on faisait. Je lui dis, on te paye, on te donne de l'argent, on va bien sûr te payer le voyage, on va te produire des œuvres. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit, moi j'ai trop de choses à faire ici, je vais rester ici. Et là, pour moi, ça a été une grande leçon de compréhension de la différence des territoires de l'art. Et que mon modèle du Palais de Tokyo n'était pas applicable à tous les artistes et à tous les pays. Avez-vous un livre de chevet qui vous suit ? J'aime bien les livres de Jean-Philippe Toussaint. J'aime bien ma tablette. Votre tablette où il y a plein de livres dedans, c'est ça ? Non, il y a tout. Il y a l'ouverture au monde. Vous lisez pas beaucoup ? Alors, je sais pas quoi répondre. Ah non, mais j'adore lire, ouais. Mais c'est vrai que je lis pas beaucoup. Mais quand je lis, c'est toujours extraordinaire. Avec qui aimeriez-vous dîner ? Avec la personne avec qui je dois faire le prochain montage de mon prochain film, enfin de ma prochaine expo, qu'on commence déjà à travailler ensemble. Ah, qui est ? Tu vas avoir une exclue ou... Oui, mais c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis bientôt une dizaine d'années. C'est une jeune artiste qui est au Fresnoy cette année, qui s'appelle Anaïs Sarah Desbenoît. Quelle est la dernière chose qui vous a ému ? Un chant corse. D'un groupe particulier ou... Oui, c'est un groupe qui s'appelle Affiletta. Ok, je le mettrai dans les notes du podcast. Et dernière question, est-ce qu'il y a un ou une artiste qui serait intéressant d'inviter sur un aparté ? Alors, il faudrait juste que je comprenne votre définition de l'aparté. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Sur le podcast, en fait. Sur le podcast. Il y a beaucoup d'artistes intéressants. Ça qui est bien, c'est que chaque podcast est un territoire différent, une aventure différente, une histoire différente. C'est ça qui est extraordinaire avec la vie, avec malheureusement, je vois ce qui se passe en Chine. On essaye d'uniformiser, de mettre des moules, de mettre des cadres pour que tout le monde rentre dans le même cadre. Il reste comme ce côté quand même de l'individu, enfin, dans lequel je crois encore. Moi, j'ai envie de vous dire, puisque j'ai adoré faire ce podcast avec vous, je fais confiance à votre choix. C'est gentil, merci. Je cherchais de l'inspiration, mais bon. De toute façon, vous avez cité plein d'artistes que je mettrai dans la description. En tout cas, un grand merci pour cet entretien. J'ai appris plein de choses et je pense que, et en tout cas, j'espère que ça donnera envie aux éditeurs d'aller voir vos expositions, que ce soit celle de Giverny ou les prochaines à venir. Voilà, un grand merci en tout cas pour votre temps. Merci à vous. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour rappel, vous pourrez retrouver 3 œuvres emblématiques dont on a parlé dans cet épisode, à savoir La Mer, Au film du temps et d'après Monet,
en ce moment au Musée des Impressionnismes de Giverny. C'est jusqu'au 8 janvier 2023. Sincèrement, c'est une très belle expérience en tant que spectateur, donc si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, je suis sûre que ça va vous plaire. Pour finir, sachez que j'ai besoin de vous pour faire découvrir le podcast. Alors si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez laisser 5 étoiles sur les applications Spotify et Apple Podcast. Et évidemment, partagez cet épisode à des personnes qui aiment l'art. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour de nouvelles conversations en aparté.